Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Autotech Calls. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Christophe de Léocare. Bonjour Christophe. Bonjour Romain, bonjour, bonjour. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Tu es un des fidèles adhérents de France Autotech qui a connu une explosion véritablement, une ascension très forte avec Léocare. Donc c'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et c'est un double plaisir parce que tu es sur un secteur, en l'occurrence l'assurance, un peu comme la banque, qui sont des secteurs vraiment, on va dire, systémiques, on va dire, qui sont des systèmes qui sont des secteurs très difficiles à disrupter. Et donc, toi, tu as pris ce pari, tu vas pouvoir nous expliquer un peu l'évolution et comment tu en es arrivé là avec tes équipes. Donc, c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Et on commence toujours généralement ces interviews par quel est le problème que tu résous. Alors, quand tu lances ta boîte, alors sur un sujet assurantiel, on connaît tous le secteur de l'assurance. Donc, je suis tenté de te demander comment tu te différencies et de commencer par voilà, comment tu te différencies des acteurs historiques. On a connu, au niveau, sociétal, social, au niveau mondial, malheureusement tout un ensemble d'éléments structurants. Je pense bien évidemment au confinement, hein, au Covid, qui a, radicalement changé nos modes de vie, hein. Là, on restait peut-être pendant 10, 15 ans dans la même maison, là où on avait la même voiture. On voit qu'au cours de ces 18 derniers mois, 22 dernières années, le citoyen a radicalement changé son mode de vie. Donc, premier sujet auquel répond Léo Caire, c'est cette capacité à s'adapter. On a laissé sa voiture pendant 6 mois, quelques mois dans le garage. Eh bien, c'est la capacité, avec son application, de répondre à cette problématique de flexibilité. Donc, premier élément différenciant, ce n'est pas un abonnement, ce n'est pas quelque chose que je paye indéfiniment, c'est quelque chose qui s'adapte à ma vie et de manière simple, puisqu'on a tous cette petite chose dans la poche pour répondre, pour faire qu'on paye la bonne garantie au bon moment et au bon prix. Ça, c'est le premier élément important. Le deuxième élément, on vit tous et on est au début d'une inflation relativement importante dans le monde. Et donc, c'est redonner du pouvoir d'achat. Un acteur néo-assurance comme Léocare a un modèle qui à peu près fait gagner 15% à l'entreprise sur son modèle de distribution, sur la prime, et environ 10% par l'automatisation, par les technologies, sur la partie gestion. Donc, Léocare, dans ce contexte difficile, est un acteur qui redonne environ 20 à 25% de pouvoir d'achat supplémentaire par rapport à l'assurance. Quand je pense à l'assurance, en France, environ, un foyer dépense environ 2 000 € par an pour ses assurances de biens. Je pense à la voiture, je pense à l'habitation, je pense au smartphone, l'assurance scolaire, mais aussi l'assurance de prêt. Eh bien, face à ces 2 000 €, Léocare a une capacité de donner entre 400 et 450 € de pouvoir d'achat. Et le troisième élément clé sur lequel on se différencie, c'est la capacité à rendre socialement accessible la transition écologique. On sait tous que le rapport du GIEC nous a donné quelques années avant un- une étape qui semble compliquée à changer. Et bien, on a tous cette conscience écologique, malheureusement, on n'a pas tous les moyens d'y être. Et quand on parle de France Autotech et qu'on pense aux voitures notamment, si on compare le prix d'une 208 classique avec le prix d'une i208, eh bien, on est à 30-40% plus cher, hein. Et donc, si c'est 30 ou 40% plus cher, ça veut dire que l'assurance est aussi 30 ou 40% plus chère, puisque comme vous le savez tous, le prix du véhicule est notamment un critère sur l'assurance. Eh bien, l'enjeu pour les Léocare, c'est de rendre socialement accessible cette transition écologique. Dit autrement, c'est faire qu'un véhicule écologique est au même prix d'assurance qu'un véhicule thermique. Voilà les 3 points fondamentaux sur lesquels Léocare se positionne pour répondre à cette évolution et au comportement des Françaises, des Français et des Européens. Ah super, écoute, très intéressant, on a bien compris et je note l'agilité, cette notion d'agilité, elle est finalement assez, peu compatible avec les modèles historiques assurantiels où on avait, vraiment besoin de visibilité, de longévité, où finalement c'était peut-être l'assureur qui, préservait, qui était en position de force, qui préservait vraiment et qui imposait, finalement à tous ses clients, ses propres contraintes et comment est-ce que tu arrives justement à concilier et à faire de l'agilité, à obtenir et proposer à tes clients justement une souplesse dans la gestion de leurs garanties, mais même par rapport au prix.
est-ce que, je te demande pas de développer de dévoiler la secret sauce, mais comment tu arrives avec tes équipes justement à avoir cette agilité? Je crois que toutes les révolutions digitales ont un point commun, ce sont les technologies. Il n'y a pas de révolution digitale sans technologie. L'évolution de l'assurance, c'est mettre les technologies au service du consommateur. Et c'est pas nouveau, c'est dans tous les secteurs B2C. Et donc, le propre du monde de l'assurance, c'est que c'est un secteur qui s'est construit autour de l'actuariat, hein. C'est un modèle technique qui prend des données du passé pour modéliser des comportements et des contextes de risque pour offrir un prix à un instant T. Tout l'enjeu de l'assurance, des néo-assurances et de l'assurance pour répondre aux besoins des consommateurs, c'est de prendre l'instantanéité et des données temps réel, voire même des données digitales. Et donc, quand on crée une néo-assurance comme Léocare, on a une chance, c'est qu'on n'a pas de legacy, on n'a pas de SI, hein, et donc on n'a pas à porter tout cet historique qui n'est ni temps réel, ni technologique, et qui est uniquement actuel. Donc la flexibilité que Léocare offre, c'est tout simplement par ses enjeux technologiques, et c'est par son mindset qui est customer-centrique, là où le monde de l'assurance est très souvent réduit à la vision product-centrique. Donc la réponse à ta question, c'est un état d'esprit client plutôt qu'assuré, une problématique technologique digitale temps réel, dit autrement nouvelle, versus un legacy atemporel qu'il faut savoir traîner quelque part. Et je pense que ça, c'est la grosse différence. Si on analyse finalement un Leo Care avec les acteurs historiques, Leo Care est là grâce aux technologies, grâce à sa proposition de valeur pour acquérir des clients. Les acteurs historiques essayent de transformer digitalement le récit pour maximiser la fidélisation. Donc, on voit bien qu'il y a deux enjeux très, très différents. Tu as prononcé le mot-clé, je crois, c'est le mot mindset. Finalement, quand je t'écoute parler, tu as remis à plat le métier. C'est-à-dire que vous avez Ouais. remis à plat la façon finalement dont vous avez besoin, de quelles informations vous avez besoin, qu'est-ce que vous pouvez collecter, de quoi le client a besoin et finalement vous avez remis à plat complètement, la façon de faire de l'assurance. Là où effectivement les acteurs historiques, eux, ont ce legacy qui traîne depuis, 80-100 ans et qui effectivement les emmène, et les empêche d'avoir du pouvoir directionnel et de l'agilité. Voilà. Et cette notion de SI, c'est toujours très intéressant. C'est Ouais. toujours, est-ce qu'il faut préserver le futur du passé ou est-ce qu'il faut préserver le passé du futur? Ouais. Ça, c'est vraiment la notion clé dans les arbitrages qu'ils sont amenés à faire. Et finalement, ils sont tellement portés par toute cette structure, un peu comme les constructeurs automobiles ont ces usines, les Mm. banques ont ce SI, les assurances ont ce SI, mais ça, mais je crois que c'est aussi un sujet de mindset. C'est-à-dire que finalement, c'est comment est-ce que tu abordes les choses. Et là, je vois que tu abordes les choses avec finalement beaucoup d'agilité. Alors, tu as parlé de ton associé. Explique-nous peut-être même brièvement, mais comment vous avez démarré? Comment est-ce que voilà, d'où tu viens? Tu as parlé de ton expérience et comment est-ce que vous avez qu'est-ce qui a fait tilt pour vous dire: «Attendez, là, sur ce secteur-là, il y a un truc à faire, il faut le faire, quoi»? Avec Noureddin Bekrar, donc il est un petit peu plus jeune que moi, mais moi je vais fêter mes 50 bougies cette année. On a travaillé, comme je le disais, pendant 20 ans dans le monde du digital, en ayant créé d'ailleurs d'autres entreprises avec d'autres fondateurs, d'autres cofondateurs, pour accompagner ce mouvement de transformation digitale. C'est intéressant si je prends la France, de regarder quels ont été les trois drivers, hein, de cette transformation. À chaque fois, une évolution réglementaire. On pense en France aux télécoms, l'ouverture de la concurrence en 98. On repense la chaîne de diffusion des contenus médias en 2004 en France. On ouvre au grand public le marché de la concurrence de l'énergie en 2007. Bref, en France, on est des Français, on aime la loi. Et donc, au moment où on veut redonner de la liberté aux citoyens, on ne supprime pas la précédente, on recrée une loi. Donc, il y a souvent un déclenchement réglementaire. Deux, bien évidemment, les comportements, hein. Les modes de vie amènent souvent l'appropriation par le consommateur de ces nouveaux usages, hein. L'explosion du replay pendant le confinement, c'est pas pour rien, c'est pour répondre à une problématique, à un besoin. Donc, il y a cet aspect customer experience. Et il y a le troisième fondamentaux, qui est la technologie au service des clients. Et donc, quand on voit la France, on voit bien que depuis les télécoms jusqu'à l'arrivée de l'assurance, tous les secteurs B2C ont changé profondément leur modèle économique, leur proposition de valeur aux clients. Les clients eux-mêmes ont consommé différemment
ce qu'étaient les télécoms, la banque, etc. Et donc, au moment où on regarde 2016-2017, qu'est-ce qui se passe? La loi Hamon, j'aime bien la rappeler et que tout le monde nous entende, hein, qui date du 1er janvier 2015, permet à toute personne qui a un contrat depuis au moins un an avec son assureur de changer quand elle le souhaite. Premier déclencheur important pour amener cette capacité à redonner du pouvoir, non pas à l'assuré, mais au client, pour benchmarker et faire le bon choix qui lui correspond. Ce qui a beaucoup aidé les banques assureurs d'ailleurs, qui sont en contact régulièrement avec leurs clients, donc ils ont pu les faire basculer. Alors, ça c'est un vrai sujet, hein, j'ouvre la parenthèse pour répondre à ta question, Romain. C'est vrai qu'on le voit surtout dans la dimension d'assurance de biens et notamment la partie maison, où on vient négocier son prêt, même si la loi interdit de faire un lien entre le prêt et l'assurance de son habitation. On sait tous qu'on a eu des expériences où on peut gagner quelques points ou quelques dixièmes en fonction de où on met son assurance habitation, hein. Donc ça, c'est vrai que les banques ont le client au fameux moment de rupture, hein, les fameux points de friction, où je m'interroge sur pouvoir emprunter pour ma voiture, où je m'interroge pour emprunter pour avoir ma maison. Et bien évidemment, c'est pas pour rien que la dynamique de croissance des 10 dernières années, elle est plutôt banque-assureur plutôt que mutuelle ou assureur. Et c'est bien, comme tu le dis, l'enjeu de l'interaction entre le client et l'assuré pour pouvoir lui fournir le produit au bon moment, qui est un sujet très important et on y reviendra. En tout cas, pour répondre à ta question, ce flux digital multisectoriel B2C, le seul, je ne sais pas si on peut dire mauvais élève de la classe finalement, qui n'avait pas mis la technologie au cœur de l'expérience client, et donc pour donner cette dimension servicielle, cette dimension de proximité, c'était le monde de l'assurance, hein. Donc, ce n'est pas une vision, je n'ai pas de papa frustré de l'assurance, je n'ai pas d'histoire à raconter personnel autour de ça avec Noureddin. C'est simplement un constat, voilà, que cette vague a été de plus en plus rapide, de plus en plus grande, et avec finalement des drivers assez similaires. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on crée Léo Care en 2017, voilà, ça répond à ces points que j'ai évoqués par rapport au vécu finalement professionnel des autres secteurs B2C. Ouais, je comprends. Et il y a une similitude également avec Alan, qui est venu aussi disrupter tout l'aspect mutuel, qui propose avec le virement instantané finalement d'être remboursé 30 minutes après être sorti de chez son ostéopathe. Enfin, c'est complètement dingue par rapport à ce qu'on a pu vivre dans l'ancien monde. Alors, je pense que tout le secteur quand même s'est mis a été bouleversé et s'est mis à faire de la tech, mais c'est vrai que la tech est souvent associée au mindset et que c'est pas parce que tu as des développeurs et des ingés que tu vas réussir. En fait, le mindset est clé. C'est comme en fait, comme on dit entre les jeunes qui vont plus vite que les anciens, mais les anciens connaissent la route, quoi. C'est pareil, ceux qui ont le mindset, ils connaissent la route, ils ont peut-être moins de développeurs, mais ils vont directement straight to the point, orientés client, UX, oriented, etc. Là où effectivement, tu as beau avoir 10 000 jours hommes de développeurs, souvent sous-traités, c'est pas pour ça que tu es plus performant. Donc, c'est très intéressant. Alors, comment tu vois le secteur évoluer? Quelles sont les parts de marché, tu penses que, enfin, si je compare, moi j'ai monté une fintech, donc je connais bien, je compare souvent avec les banques, toutes les néobanques qui sont arrivées, les banques gardent un système, gardent une place systémique, malgré, même si elles proposent une expérience client dégradée et moins bonne que les néobanques. Comment tu vois les choses évoluer dans l'assurance? Je pense que déjà, quand on compare le monde de l'assurance et le monde de la banque, il y a un sujet très différent. On peut être multi-bancarisé, hein, on peut avoir son salaire sur une banque historique et d'avoir Revolut pour aller en Angleterre, N26 pour autre chose, et Orange Bank ou ma French Bank pour avoir d'autres intérêts, et d'avoir dans son portefeuille 5, 6, 7 cartes de paiement. Le monde de l'assurance, il faut choisir, hein. Ça veut dire qu'au moment où on veut assurer sa voiture ou sa maison ou sa moto chez les Care, soit parce qu'on vient d'acheter un nouveau produit et donc on choisit Care, soit parce qu'on veut migrer de son assureur ou sa mutuelle historique vers les Care, mais on ne peut pas être multi-assuré pour le même produit. Ça, c'est quand même quelque chose de très différent, ce qui fait que le monde des néo-assurances ont des revenus et ont une capacité à démontrer un modèle économique rentable. Pour moi, c'est très, très important dans le modèle et dans la pérennité de ce qu'on est en train de faire en France et en Europe.
Deuxième point, le marché de l'assurance en France de biens, c'est à peu près 35 milliards d'euros de primes par an et environ 280 milliards de primes en Europe. 20 milliards en France pour la voiture et un peu autour de 11 milliards pour l'habitation. La moto arrive derrière très loin avec environ un milliard. 11 Donc, milliards pour l'habitation. C'est 50% des primes automobiles. voilà, c'est ça, C'est exactement. incroyable. C'est ça, c'est exactement ça. On est dans le cadre du marché, on retrouve à peu près ce ratio entre la prime, le nombre de foyers et le nombre de véhicules. Quand on se souvient, en 2007 peut-être, Nokia devait avoir 34-35% de part de marché mondiale. Indétrônable, la une du Times, qui peut détrôner Nokia? Voilà. On connaît l'histoire 4-5 ans plus tard, avec des acteurs qui se disaient que tant que le téléphone pouvait tomber par terre, rebondir et on pouvait sonner, on était libre et on risquait rien. Voilà. La différence, c'est qu'on a tous compris que, avant tout, on a créé de la valeur dans le réseau et que le terminal, même s'il est important pour nous, n'empêche que c'est avant tout la valeur a été créée autrement. Je, on peut rappeler la même chose dans la photo, etc., etc. On peut rappeler, je disais tout à l'heure, qu'un acteur comme SpaceX a démontré qu'il faisait atterrir pour moins cher, là où tout le monde disait que ça n'avait pas de sens. Voilà. Donc c'est tout ça. Donc voilà. Donc la problématique pour les hawkers par rapport au marché de l'assurance, c'est à la fois de se mettre sur un marché qui est obligatoire. On est tous obligés de s'assurer. Des contextes qui font que tout le monde se pose la question par rapport à son assurance parce que la sortie de Covid n'a pas démontré aux acteurs historiques une proximité, comme la banque d'ailleurs l'a fait avec le PGE pour les entreprises, parce que nos modes de vie changent et parce qu'on a besoin de plus en plus de vivre pleinement, mais mieux protégés en termes de prévention. Donc je crois que c'est tous ces éléments qui sont une chance de croissance. Ah, écoute, c'est passionnant, mais je vois effectivement que vous avez fait des choix, vous avez étudié un large panorama d'opportunités avec une vision où vous vouliez vraiment disrupter la façon dont les choses étaient faites et vous avez choisi l'assurance de biens et c'est ce qui explique aujourd'hui effectivement votre succès. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu une levée de fonds qui était très importante qui a été faite il y a quelques mois maintenant, parce que je crois que c'était fin d'année 2021. Mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui chez les Hawkers? J'imagine que vous recherchez à embaucher. Je sais que vous avez un site à Nantes et un site à Paris. Est-ce que vous À recherchez des Rennes. investisseurs? Ah, c'est Non, Rennes, non, pardon. à Rennes. Oh là Ah là. oui, non, un sacrilège entre Rennes et Nantes. C'est Rennes. Je laisserai les gens réagir à ta destination. Non, je vais avoir des pouces vers le bas. Donc voilà, qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui? De quoi tu as besoin? Partenaires, développeurs, investisseurs, voilà. Comment tu vois les choses? Ce qu'on a besoin aujourd'hui, comme toute entreprise, on a dépassé les 105 000 contrats acquis pas le mois dernier, mais le mois de mars. Donc ça représente à peu près 42 millions d'euros de primes clients. L'objectif de l'EOCare, c'est 1 milliard en 2026, 1 milliard de primes. Donc, pour répondre à ta question, premier sujet, de quoi avons-nous besoin? On a besoin de clients, on a besoin d'ambassadeurs, on a besoin finalement d'un changement sur ce marché. Donc ça, c'est le premier sujet. On a besoin d'exister dans l'écosystème. Je suis très fan de France Autotech, je suis fan de votre newsletter, je la lis, c'est peut-être une avec laquelle je lis de manière très récurrente parce que je trouve qu'elle est structurée, documentée et elle nous éclaire. Comme on le sait tous, on est sur France Autotech. Aujourd'hui, les constructeurs ne parlent plus de véhicules, ils parlent tous de mobilité. J'ai en tête dans une de vos dernières newsletters Mobilize, qui est l'offre de Renault, qui dit qu'il ne veut plus vendre des voitures, mais qu'il veut vendre des mobilités, Du service. services. Et donc, face à ces évolutions, nous, notre besoin, c'est d'exister dans cet écosystème. Et quand des constructeurs cherchent à vendre de la mobilité, ils ont besoin d'un parc automobile, thermique, électrique, petit, grand, pour répondre à mon besoin. Ils ont besoin de financement, parce que bien évidemment, je ne vais pas racheter et vendre à chaque fois le modèle, donc j'ai besoin d'un abonnement, soyons clairs. Et moi, en tant que client,
je ne vais pas changer d'assurance parce que pendant 3 semaines, j'ai une électrique parce que je reste à Rennes. Et puis pendant 2 semaines, je pars en vacances, il me faut une thermique et je ne vais pas m'occuper à chaque fois de faire ça. Donc on voit bien que la réponse à la mobilité, c'est un mix entre un parc qui répond à des besoins, un financement et de l'assurance. Et donc c'est pour ça que dans notre deuxième besoin par rapport à ta question, Romain, c'est vraiment d'être dans cet écosystème d'acteurs qui vont vers la voiture autonome, qui vont vers la mobilité, qui vont vers les technologies. Et il leur faut des partenaires capables de s'intégrer, de s'apaiser. Troisième besoin, c'est en effet des talents. Aujourd'hui, les Hawkers, c'est 105 personnes. C'est à la fois donc à Rennes, en Bretagne, pour l'équipe recherche et développement, notre équipe customer service, puisque les Hawkers a obtenu l'année dernière le label centre d'appel 100% France. Donc tous nos clients qui sont reçus par le customer service en France. Et l'équipe de gestion de sinistre, voilà, donc tous ces gens sont en Bretagne, à Rennes. Et donc, des personnes qui, comme tu disais tout à l'heure, ont ce mindset. C'est ce qu'on propose à nos collègues, c'est d'avoir cette envie de mission, hein, cette mission de créer ce nouveau standard de l'assurance, cette mission pour les citoyens, leur apporter de la valeur, leur apporter du service. C'est de l'ambition et c'est de l'humilité, hein. Donc c'est ça finalement nos besoins de recrutement. Et puis à Paris, où c'est La, plutôt la tech, de toute façon, tu es obligé d'être humble vis-à-vis de la tech, vis-à-vis de la data. C'est le principe même. C'est ce qui, d'ailleurs, dans l'aspect mindset, ce qui différencie beaucoup, je crois, les startups des autres. Il y a les startups qui viennent avec des gros melons, puis les startups qui regardent la tech, qui regardent la data, qui analysent les choses et qui regardent et qui se basent par rapport aux clients. Et ça change beaucoup de choses. C'est clair. Tu as raison, notre équipe produit, elle passe 80% de son temps à récupérer la data du service client. Il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne fait pas tout parfait, c'est clair. Donc, des clients ont à juste titre le droit d'exprimer leur insatisfaction sur un délai de traitement, sur telle problématique de gestion de sinistre. Et donc, tout cet enjeu, dans la construction de la roadmap, quand on choisit une fonctionnalité, quand on donne plus d'autonomie, ce ne sont que de l'analyse de data liée à ce que l'on reçoit du customer service, liée à nos analyses de données. Et c'est la seule et unique façon, quelque part, de s'assurer qu'on ait un meilleur ROI de nos investissements par rapport à ça. Donc voilà, donc notre besoin, c'est aussi donc du recrutement pour ces équipes, pour notre croissance. Et notre besoin, il est aussi d'être bien entouré. Tu le disais, je rebondis donc sur ton dernier point qui était la levée de fonds. C'est important pour toutes les sociétés d'être bien entourées. Léo Care s'est construit avec 21 business angels qui nous ont apporté une vision de l'assurance, qui nous ont apporté des savoir-faire en sécurité, qui nous ont apporté des savoir-faire en acquisition. Enfin, voilà, on a la chance, c'est unique. Je n'ai pas toutes les cités parce qu'ils sont 21, mais ils se reconnaîtront. Et grâce à eux, on a grandi vite, il faut le dire. Léo Care, parmi tous les gens qu'on a remerciés, au-delà de nos collègues tous les jours, mais nos clients. Mais c'est vrai que ces 21 business angels nous a apporté beaucoup de choses, nous donner éviter de faire des bêtises. Quand il y avait des virages à prendre, peut-être qu'il ne fallait pas les prendre trop tôt ni trop tard. Donc ça, c'était un point important. On a aussi eu nos 2 administrateurs indépendants. Alors, comme ils sont que 2, je vais les citer. On a eu Hugues Lebray et Didier Vallet qui ont eu un rôle très important aussi dans l'histoire de Léo Care pour nous apporter à la fois l'expérience de communicant et de fondateur d'entreprise qu'est Hugues et l'expérience de banquier, de maîtrise financière de Didier Vallet, voilà, qui nous a permis de préparer notre série A. Et pour Hugues Lebret de Compte Nickel. Tout à fait, Hugues de Compte Nickel, qui était aussi l'ancien patron de Boursorama et directeur de la com de la Société Générale. Voilà, et donc ces 21 et ces 2 personnes sont indispensables à la créativité, à l'accélération, au pragmatisme, à l'humilité de Léo Care. Et puis donc, on a fait donc cette levée de fonds en fin d'année 2021
Ce qu'on essaye de faire lorsqu'on choisit des partenaires financiers avec Noureddin, on le sait tous, une startup, c'est fait pour croître. Ce qui nous intéresse tous, c'est grandir, c'est des parts de marché, voilà. C'est croître et on dit toujours, c'est une croissance équilibrée, profitable. Une croissance, des clients, des contrats, équilibrée, c'est-à-dire maîtriser la LTV sur CAC, hein, c'est-à-dire maîtriser le coût d'acquisition au regard du revenu client, et profitable, parce que dans notre contexte, il y a un indicateur qui est clair, ça s'appelle le loss ratio, qui est en gros le coût des sinistres sur le coût des primes encaissées, et quand ça dépasse 100%, c'est un peu gênant pour l'équilibre de l'entreprise. Voilà. Et donc ça, c'est un point important de ça. Mais au-delà de cette croissance, je fais la parenthèse, il est important de se dire des choses. Il est important d'avoir de la confiance. Et même si une startup, tout le monde veut la voir jolie, avec une belle croissance, il y a des jours bad et il y a des jours good. Et il faut pouvoir, avec ses partenaires financiers, investisseurs, partager surtout les mauvais jours. Hein, c'est toujours facile de partager les bons jours, ça tout le monde sait faire. Les mauvais jours, c'est là où on se reconnaît. Et donc, dans le premier critère, dans cette levée de fonds qui a été faite, a été d'échanger avec nos board members de ces fonds, de savoir comment on allait traiter nos difficultés, comment on allait se comporter, sous quelle forme on allait communiquer, comment on allait se réunir ensemble pour trouver des solutions, pour affronter le Covid, voilà. Donc ça, c'était vraiment un premier point très important, de s'assurer qu'on ait tous la capacité à s'écouter, à s'entendre dans les moments durs et que humainement, on était compatible à se dire des choses difficiles, mais nécessaires pour faire progresser l'entreprise. Le deuxième critère qu'on s'était mis avec Noureddin, c'était l'expertise qu'ils allaient nous apporter dans leur retour d'expérience par rapport à l'histoire Léo Caire, dans cet aspect de déploiement européen, dans leur portefeuille, s'ils ont des vendeurs de voitures en ligne, s'ils ont des acteurs de gestion logicielle de sinistre, etc. etc. Donc cet aspect cross-selling pour nous, et puis aussi cet aspect d'écosystème 360. Voilà, peut-être s'ils ont déjà fait des IPO, ce genre de choses. Et puis le troisième critère, qui est très opérationnel, voilà, qui est quel est le dispositif d'accompagnement. Est-ce que, au-delà du board member, qu'est-ce qu'on a comme vers qui on peut se retourner pour du recrutement, vers qui on peut se retourner sur du marketing, est-ce qu'on a des consultants indépendants, etc., etc. Donc voilà comment on a fait ce choix. Et donc, comme tu l'as dit, cette levée de fonds de 98 millions d'euros, hein, il y a eu 18 en série A début 2021 et 98 en série B fin 2021. Donc on a choisi 5 acteurs qui réunissent, on l'espère, et eux aussi, ces éléments de sincérité, de transparence pour traiter les difficultés. Hein, trinquer le champagne quand on passe 100 000, ça on sait tous faire. Quand on a une difficulté sur un pays, sur quelques sujets, voilà, il faut savoir avoir confiance, de nous aider pour accélérer le business et d'être un soutien opérationnel dans nos réflexions et dans nos étapes de croissance. Ah ouais, très instructif. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand tu as évoqué effectivement les disruptions sur les différents marchés qu'on a connus. Nous, on considère chez France Autotech effectivement, et on l'illustre dans la newsletter que l'on publie chaque semaine, on considère que le digital est une révolution industrielle. On constate que dans l'automobile en tout cas, les acteurs qui s'occupent des notions de mobilité aux US et en Asie sont des acteurs de la tech principalement, hein, des Foxconn, des Huawei, des Sony d'un côté, des Apple, des Waymo, des Google, donc de l'autre, et qu'en Europe, finalement, ce sont les constructeurs et les équipementiers historiques qui traitent de ces sujets-là. Donc, qui arrivera le premier sur la ligne finale, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on est effectivement petit aujourd'hui qu'on restera petit demain. Les choses changent extrêmement vite, et donc moi, j'ai pleine confiance, effectivement. Je suis très enfin, je te soutiens à fond, et on te soutient à fond sur cette notion de dire, ah, c'est pas parce qu'on est petit aujourd'hui, si on a le mindset, si on a des équipes qui ont effectivement le couteau entre les dents, qui ont une mission et qui ont une vision très claire et une roadmap très claire, alors les chiffres seront positifs. Alors,
tu as parlé d'investisseurs et effectivement, cette notion de traction, cette notion de montrer des bons résultats, de faire grandir son entreprise, de garder une profitabilité, un équilibre, et cetera et de la structurer. Mais comment est-ce que tu parlais de Tesla tout à l'heure, je sais que tu as une super belle perf, sur Tesla. À titre perso, quand j'ai monté moi une fintech, effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur ces notions d'acquisition, parce que, bah, ceux qui à l'époque étaient, fans de véhicules électriques, de Tesla, bah, vont forcément être beaucoup plus ouverts à des boîtes comme Leo Care que d'aller en agence chez un assureur historique. Donc, j'imagine que vous croisez ces éléments-là et que vous êtes très axé aujourd'hui sur justement toutes ces clientèles d'objet tech, sachant qu'une Tesla, c'est un software avec une voiture autour, alors que Volkswagen fait une voiture dans laquelle ils mettent un ordinateur, c'est pas du tout même si c'est Non. une voiture, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que voilà, est-ce que je pense que tu dois passer beaucoup de temps à travailler ces notions d'acquisition avec tes équipes. L'acquisition, c'est le commerce, hein. Voilà, pour une société digitale sans réseau physique de vente, bien évidemment que le digital, c'est le commerce et dans toute entreprise, c'est le nerf de la guerre, en l'occurrence, surtout pour croître. La partie acquisition, elle est 100% basée sur de la data, hein. C'est un mix entre tout ce que l'on peut avoir en amont depuis l'impression, depuis le clic, depuis le canal d'acquisition, et de consolider au fur et à mesure ce funnel pour être capable, depuis la première impression de là où on va imprimer sur tel ou tel site qui a été cliqué, d'avoir déjà une idée du risque associé par rapport à ce profil. Aujourd'hui, pour les hawkers, l'acquisition, c'est d'abord un sujet de croissance, mais c'est aussi un sujet de rentabilité, hein. C'est important, ça fait partie de notre culture à Noureddin et moi. On vient plutôt du monde du service. Ce sont des entreprises qui croient sans lever de fonds, hein, qui croient sur leur trésorerie. Donc c'est un peu un état d'esprit que l'on a toujours eu et qu'on en a plus que jamais. Et donc, c'est de se dire comment je rends l'équilibre entre ma stratégie de croissance sur les réseaux sociaux, ma nécessité de croître et la rentabilité associée à ça. Je crois que c'est ce qui a été un peu décrié sur le marché, où à un moment, on faisait de la croissance à tout va, à n'importe quel prix, tant qu'on est en gros le premier. Voilà. Nous, on n'a jamais eu ce mindset-là. On a toujours cherché à faire de la croissance profitable dans notre acquisition et de maîtriser notre coût d'acquisition. Et je crois que quand Leo Care offre une expérience client unique, quel que soit le produit, hein, que je fasse une moto, un smartphone ou ma voiture, j'ai la même expérience. Je peux déclencher de la même façon l'assistance. Je peux demander, je vais déclencher de la même façon la gestion de sinistre automatisée par le service Claim Care. Voilà, tout ça est cette même chose. Cette flexibilité de temps réel pour démontrer la valeur que ça a, Romain, que je te prête ma voiture simplement en mettant ton permis sur la table, on le prend en photo et puis tu n'aurais pas de surcoût. Et puis aussi tout un ensemble de services très innovants que l'on fait toucher de près à nos clients, comme par exemple Tech Care. On récupère, grâce au ministère du Transport, en open data, et tu sais, les coordonnées GPS des accidents corporels sur le territoire français. C'est Ouais, très gratuit. intéressant. Et grâce à ça, les équipes R&D de Leocare ont récupéré des flux sur le trafic, sur la météo, la saisonnalité, la luminosité, etc., etc. Et on a reconstitué le contexte de l'accident, hein, pour pouvoir faire un service de prévention qui est en test aujourd'hui en Bretagne et en Île-de-France, donc qui s'appelle TechCare, intégré gratuitement pour pouvoir faire ces éléments de prévention. Voilà. Et des sujets d'assurance à la présence. Voilà, on a tout un ensemble d'éléments très à la fois perceptibles, serviciels, de proximité, gratuits dans la poche, et quelque part d'avoir un store, un espèce de flagship, quelque part en France, pour pas faire du parisianisme, peut avoir du sens dans la confiance, dans la matérialité de ce qu'offre Léo Care, au-delà de se dire c'est dans la poche. Donc, Ça me fait penser aux États-Unis où une boîte a vendu à la police américaine
à partir des statistiques de la criminalité, ils ont pu leur vendre effectivement des prévisions de quartiers dans lesquels, en fonction de la période de l'année, en fonction de tout un tas de facteurs, ce qu'ils étaient censés intervenir, et donc ils pouvaient se prépositionner pour intervenir plus rapidement ou même anticiper la criminalité dans ces zones-là. Et donc toi, de ton côté, on peut imaginer que tu puisses même, euh, en croisant des datas et en trouvant effectivement un pattern qui fonctionne bien, anticiper les différents accidents et la survenue d'accidents, et même anticiper finalement l'arrivée des secours. Voilà. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Et c'est pour ça que pour répondre à ça, on est parti dans notre réflexion plutôt à quelque chose de mobile que de quelque chose de fixe, hein. Ça nous semblait, en effet, par rapport à ce que tu viens de, pardon, de dire, c'est exactement l'analyse qu'on s'est faite entre la localisation de nos clients, la saisonnalité, le besoin de faire exister physiquement les hawkers à des endroits particuliers au moment le plus opportun, hein. D'exister plutôt proche des grandes routes ou sur des autoroutes au moment où on part en congé. On sait que c'est là où l'assistance, etc., est la plus demandée. On a aussi dans la partie habitation de plus en plus de sinistres dus à la sécheresse, hein, et qui ont des impacts très importants. Là, c'est aussi une dimension. On parle de l'automobile, mais dans l'habitation, il y a des sujets aussi très, très compliqués dans l'assurance. On peut aussi, par rapport à des moments de saisonnalité de pluie, voilà, etc., etc. Donc, pour répondre à ta question sur la matérialité digitale des stores, les hawkers, ils ont peut-être plus de sens et d'innovation en étant mobiles, eux aussi, pour être peut-être au bon endroit, au bon moment, tel que nos clients et les Françaises et les Françaises en ont besoin. Bon, en tout cas, cette notion de data, de tech, de mindset, tous ces sujets-là sont effectivement des sujets qui sont des sujets cœur et communs à toutes les startups. Oui, Et c'est ce qui me fait plaisir, c'est qu'effectivement, on a créé l'association en 2017. En 2017, finalement, tout le monde était encore un peu au balbutiement de leur boîte. Et en fait, on voit chaque boîte grandir. On a des boîtes comme la tienne qui vont beaucoup plus vite que les autres, mais ça ne veut pas dire que les autres ne vont pas réussir, qu'elles ne vont pas grandir si elles s'accrochent avec des fondamentaux très clairs, avec des équipes, avec un mindset qui va bien, et qu'elles font les bons choix technologiques et les bons choix, qu'elles sont toujours orientées clients avec bien. comme principale priorité. Il n'y a pas de raison qu'elles ne performent pas. Donc moi, j'invite effectivement ceux qui nous écoutent à monter leur boîte. C'est, je crois, l'expérience professionnelle la plus épanouissante. Euh, je crois que pour la souveraineté de la France, dans notre intérêt à tous, c'est de grandir ensemble. C'est évident que si on voit, on est toujours en train de se dire que finalement l'innovation vient souvent de l'outre-Atlantique et que c'est toujours quelque part eux qui vont amener la disruption, l'innovation, et on pense à Internet, on pense aux réseaux sociaux, etc. Je crois que ça vient aussi d'un mindset, et là qui est plus global. Si on veut que l'innovation parte de chez nous et qu'elle aille en Europe et qu'elle aille aux États-Unis et en Asie, euh, c'est en accompagnant ce qui a été un peu le mot Startup Nation. Nous, on est très fiers de faire partie de la French Tech 120. On est fiers. Pas pour nous, au sens nous, Léo Card, dans la French Tech 120, mais le fait d'avoir mis autour de 120 startups, et puis peut-être 150, et puis il en faut des milliers, la capacité à se structurer avec des KPI, à accompagner cette expansion, ce déploiement, c'est l'intérêt de la France. Si on veut que ce soit nous qui ayons par notre capacité d'innovation, mais innover, ce n'est pas suffisant. Innover sans client, ça ne sert à rien. Et donc d'être simplement un maillon de la chaîne technologique, c'est bien, mais ça ne sera jamais conserver notre souveraineté sur tel ou tel sujet. Quand je pense à l'assurance, euh, je me suis battu, je dis je parce que c'est la réalité depuis plusieurs années, pour la suppression de la carte verte, dans les discussions aussi avec les équipes de tutelle, en expliquant que ça n'existe plus nulle part, en expliquant que le fameux relevé d'informations dans l'automobile n'a aucun sens, Aucun sens. alors qu'on a Aucun sens. on a des bases de données comme le fameux FEVA, le fichier des véhicules assurés, qui existe depuis le 1er janvier 2019. Il suffit de rajouter quelques
quelques éléments dans la base de données et puis c'est fini, on n'a plus Et, besoin. et ça fait travailler des dizaines de milliers de personnes, ça génère des centaines de milliers de coups de fil chaque année pour avoir le relevé d'informations, ou pour avoir la carte verte, c'est lunaire, lunaire. Et donc, par exemple, nous, on a proposé de supprimer cette carte verte et faire que la France la supprime. Semble-t-il que ça va se faire en 2023. Mais moi, je n'ai pas envie qu'on s'arrête là. J'ai une vraie volonté collective et je profite que tu m'invites, et encore merci d'inviter Léo Caire, pour faire que notre demande, c'est supprimer la carte verte et l'argent que gagnent les assurances avec cette suppression, avec son coût complet, je ne parle pas juste du timbre, je ne parle pas de l'enveloppe, je ne parle pas uniquement du papier vert, je parle bien du coût global, et que l'on redonne ça sous forme de pouvoir d'achat aux Français, qui peut être typiquement d'alimenter le fonds pour permettre à plus grand nombre des Français d'accéder à la transition écologique, hein, parce qu'un véhicule est cher, et on peut aller dans la proposition du président Macron sur le sujet de la voiture électrique à partir de 100 euros. Hein. Donc, on a, pour moi, essayer de contenir finalement l'innovation en France en disant que finalement des startups pas qu'elles aillent trop vite, il faut plutôt laisser les acteurs historiques maîtriser ou les croquer. Je pense que c'est contre-intuitif et tout le passé des technologies a démontré qu'en voulant protéger le passé, c'est d'autres du futur qui deviennent dominants. Et j'ai pas besoin de Exactement, citer, exactement. hein. Moi, j'appelle ça la GAFAmication. Hein. Et si on met les lettres, dedans, il y a N pour Netflix, il y a enfin M pour Microsoft. Bref, vous avez compris ce que ça veut dire, la GAFAmication. Et on y va, de mon point de vue dans l'assurance, on y va tout droit, hein, en essayant de maîtriser. La carte verte, on n'a pas voulu la rendre dématérialisée, soyons très clairs, c'est quand même pour protéger les acteurs historiques. Le RI, c'est un truc un peu anti-churn où on met un peu la pression au client pour ne pas lui le redonner. Donc voilà, donc soyons tous, comme tu as raison, je suis en phase avec toi, Romain, et ayons toute cette prise d'initiative de création de valeur. Travaillons tous ensemble de manière très solidaire pour être plus forts et être complémentaires par rapport aux besoins du marché. Et c'est comme ça qu'on arrivera à créer des champions. Alors, on ne sera pas tous champions. Alors, peut-être Léo Caire ne sera pas le champion d'assurance de demain. Mais en tout cas, comme toute innovation, il faut beaucoup d'acteurs dans l'innovation pour faire qu'il y ait quelqu'un qui en ressort et qu'on soit à la fois un champion national, un champion européen et un champion mondial. Hein, donc, moi, je ne peux aller que dans le sens et féliciter France Autotech d'exister, d'agréger tout un ensemble d'acteurs d'innovation pour pouvoir donner la parole de manière consolidée et faire que l'on passe des étapes pour non pas que l'on soit à regarder dans 10 ans en disant ce que tu as dit, ah ben, ils sont venus de l'extérieur, ils nous ont croqué parce qu'ils ont compris que la technologie est au milieu, mais à l'inverse, laissons les startups avoir plus de pouvoir, laissons-les s'épanouir et laissons-les accélérer globalement, plutôt que de tenter de freiner souvent des déploiements pour faire que l'on conserve notre souveraineté sur tout un ensemble de choses. Et tu es mieux placé que moi, Romain, pour voir tout ce qui est en train, notamment dans l'automobile, se passer tout autour de nous, pour dire qu'on doit aller plus loin dans les initiatives. Je pense à la batterie Vallée qui est en train d'être faite pour faire que la France devienne aussi un champion des batteries. Voilà, c'est un bon exemple, mais je crois qu'il en faut plein d'autres pour qu'on soit le champion de l'automobile. Oui, puis je crois aussi que effectivement, nous sommes tous porteurs de volonté de disruption, de valeurs, de savoir-faire, et que le fait de partager, de s'encourager mutuellement entre entrepreneurs est une chose. Voilà. Et donc, moi aussi, je te remercie aussi de participer régulièrement à nos événements, là, d'accepter de pouvoir échanger avec nous. Et effectivement, France Autotech, mais comme France Biotech, comme France FinTech, on a besoin de fédérer les acteurs d'un secteur, et on a besoin que les acteurs s'entraident, que les acteurs finalement s'encouragent, se fédèrent pour faire que l'innovation soit portée haut, parce que l'innovation vient toujours déranger forcément les acteurs historiques, mais je crois aussi que les acteurs historiques peuvent faire confiance aux startups, et il ne faut pas qu'elles les bloquent, il faut qu'elles les parrainent, il faut qu'elles coopèrent, et que le monde de demain sera un mix de tous ces acteurs-là. Donc, pas de mépris ni d'un côté ni de l'autre, il faut être humble, et il faut être très humble, et il faut vraiment être orienté client. C'est de toute façon le client qui décide à chaque fois, et que si le client, si on arrive vraiment à satisfaire, à anticiper les besoins du client
alors c'est le client qui fera son choix. Donc voilà, en tout cas, merci encore pour cet échange très instructif. Je suis ravi qu'on ait pu Merci. discuter et de pouvoir entendre ta voix, tes conseils à tous les entrepreneurs qui nous écoutent et tous ceux qui bossent dans l'assurance ou qui bossent dans l'automobile ou qui bossent dans la tech ou dans d'autres secteurs. Voilà. Prenez contact avec Christophe, avec ses équipes, supportez les Hawkers et je suis sûr que les Hawkers sera un des acteurs prépondérants du monde de l'assurance de demain. Merci beaucoup, Romain. En effet, moi, je donne pas de conseils, je partage de l'expérience. Je veux surtout pas avoir l'impression d'être un donneur de leçons. Mais Ça a comme beaucoup tu de l'as valeur. Ça a beaucoup de valeur. dit, la conclusion, c'est travaillons mieux ensemble, répondons aux besoins clients. Le client décide. La France a beaucoup de valeurs à partager en termes de technologie, d'innovation. Voilà, il faut qu'on le canalise pour avoir une vraie diffusion mondiale et faire que toutes ces nouvelles vagues de France Autotech, d'Assurtech, France Assurtech, voilà, nous permettent tous individuellement d'exister collectivement. Voilà, mais on conclura sur ce que disait Jeff Bezos. Les concurrents d'Amazon sont obsédés par Amazon et Amazon est obsédé par son client. Voilà, il ne faut pas se Voilà. tromper de cible. Merci Bon, beaucoup. écoute, merci encore Christophe, à très Allez, bientôt.